Nous allons vous... Comme vous êtes bien, vous devez être déjà bien fatigué, nous allons en fait vous faire une démonstration de ce qu'est la thérapie du lien et des mondes relationnels. Donc on va vous faire une démonstration en live et comme on va le faire sur un temps court, on va le faire sur le modèle supervision. Donc en fait, on va mettre le dispositif en place. Vous venez... les chaises sont de l'autre côté dans la... Oui, derrière. Donc on va mettre le dispositif en place et on va vous expliquer comment on va faire. Donc on va faire une séance avec... donc je vais faire le thérapeute. Madi, tu viens ? Madi. Donc Madi avec lequel... je le dis, qui est ma conjointe dans la vie et on travaille en cothérapie. Donc on va prendre une situation avec une patiente que l'on a, qu'on a ensemble et qui est à l'étape où tout le travail de sécurisation a été fait et on est à l'étape où justement on va rentrer dans son scénario traumatique. Et pour vous montrer tout le dispositif et comment en fait aujourd'hui, on est en train de réfléchir à développer, comme d'ailleurs avec Julien dans les approches narratives et ce qu'a montré aussi le travail de quelqu'un comme White, c'est-à-dire qu'on va vous montrer comment on va faire le travail singulier avec la personne, mais à l'intérieur du groupe. Donc ça veut dire que Pierre, Sabria et Antoine, qui sont 3 formateurs en formation de l'Institut, à l'Institut, vont servir de cothérapeutes et de tiers témoins. Et vous verrez comment on va pouvoir prendre appui pour faire le travail d'externalisation. En fait, vous allez vous rendre compte et pouvoir vous rendre compte qu'en fait, quand la personne est dans un vécu traumatique qui amène un vécu dissociatif, l'information est toujours quelque part. Donc évidemment, quand on est en thérapie duel, ce que vont faire Sabria, Pierre et Antoine, c'est le thérapeute qui va le faire. Voilà. Donc voilà le dispositif. Donc avant que je demande, et vous allez voir comment on fait pour travailler et comment on va mettre le thérapeute, et c'est ce qu'on fait dans les supervisions, on va amener le thérapeute en supervision à entrer dans le personnage de son patient, de sa patiente. Et c'est comme si à ce moment-là, elle va vivre de l'intérieur la problématique de son patient, de la patiente. Est-ce que tu peux nous dire, Madi, quelques mots concernant cette patiente? On va lui donner un prénom, un âge, Oui. Donc on va l'appeler Anne, et elle a 43 ans. Donc c'est une patiente qu'on suit déjà depuis un certain temps. Moi j'ai commencé par la suivre et ensuite j'ai fait tout le travail de sécurisation en TLMR avant de s'attaquer au monde traumatique. On prend beaucoup de temps pour le travail de sécurisation et d'attachement. Donc j'ai pris ce temps-là et ensuite on a commencé, il n'y a pas très longtemps, un travail de cothérapie pour continuer ce travail. Et là on arrive à un moment où il semble qu'il va peut-être être possible d'aller plus loin et de travailler sur le monde traumatique de cette personne. Elle a vécu des abus dans son enfance. Et ensuite, également aussi, à 18 ans, elle a subi un viol.
Elle a des problématiques de troubles alimentaires et également des problématiques sexuelles. Voilà. Tu vas te mettre... Je me mets où? Bah là, devant. Comme ça? Oui. Okay. Voilà, donc on va lui donner un prénom et un âge. Hein? Anne, 43 ans. Anne, 43 ans. Donc la première étape, c'est que je vais commencer par proposer à Maddy de rentrer, vous voyez, on va mettre un rituel en place pour qu'elle entre qu'elle devienne en quelque sorte métaphoriquement Anne. Donc je vais te proposer de mettre tes mains, voilà, de faire venir le visage d'Anne. Et voilà, petit à petit, en allant jusqu'à 10, voilà, d'amener le visage au tien. Et quand le visage d'Anne sera en contact avec ton visage, alors ce sera Anne qui sera là maintenant. Tu pourras faire les signes 5 minutes. On va faire une demi-heure. Hein. D'accord? On fait une demi-heure la séance. On la... Bien. Bonjour Anne. Bonjour. Là où nous en sommes, qu'est-ce que vous êtes prête à travailler là maintenant aujourd'hui? J'aurais bien aimé... Vous savez que je vous ai envoyé un mail, là, je vous ai dit un petit peu comment ça s'est passé là, entre les deux séances. Là. J'aurais bien aimé continuer parce que c'était nouveau ce qui s'est passé la dernière fois. Là. Lorsqu'il y avait ce serpent, là, j'étais un arbre. Il y avait un arbre, je ne savais plus si c'était moi ou un arbre. Et le serpent qui était enroulé autour et il y a quelque chose qui s'est passé d'incroyable, c'est que quand vous avez mis l'image devant et que j'ai vu cette image, et ben ça m'a fait un drôle d'effet parce que c'est comme si c'était quelque chose que je regardais simplement et il y aurait pu y avoir plein de serpents et c'était juste quelque chose que je regardais. Et moi, j'ai réalisé après coup, dans la suite de cette séance, eh ben, que j'étais restée dans mon corps, que j'étais bien dans mon corps et que j'étais pleinement présente. Et ça m'a fait vraiment un drôle d'effet. Ok, lorsque vous nous dites là, quand cette image là d'arbre, de serpent est présente là devant, et qu'en retour ça vous a fait permis, et que vous nous dites j'étais présente dans mon corps et ça m'a fait un drôle d'effet, est-ce que là maintenant c'est acceptable pour vous qu'on puisse aller un peu plus loin dans le travail? Et oui, justement, je vous en parle parce que là, il me semble que maintenant, peut-être qu'il va être possible. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas. C'est comme si je sentais que là maintenant je me sens vraiment en sécurité là avec vous et vraiment c'est une expérience tellement nouvelle pour moi là. Je me sens et c'est comme si je me disais là maintenant c'est bon, tu peux y aller. Okay, je sais pas trop ce que ça va donner mais D'accord. Justement, lorsque vous êtes en train de me dire là je me sens vraiment en sécurité avec vous, est-ce que c'est acceptable qu'on fasse quelque chose d'un peu curieux ensemble? Voilà, j'aimerais que vous me fassiez venir devant vous et que vous observiez chez moi qu'est-ce qui vous amène à dire là maintenant je me sens en sécurité avec vous. Ben là je comprends pas bien pourquoi vous reculez en fait.
À vrai dire, je trouve ça bizarre. Pourquoi vous reculez comme ça, là? C'est une bonne question. Ouais. Il y a quelque chose qui est présent chez moi là. C'est quelque chose qui pique sur les épaules. Là. Donc je le prends. Voilà, je le mets au milieu et ça prend la forme d'une tige de rose. Et surtout, ce qu'on voit, c'est les épines. Voilà, j'ai une brûlure à l'estomac là, et quand je dépose, c'est une boule de feu qui tourne. Et là, il y a quelque chose chez moi, là, c'est un cœur qui bat très très vite. Les battements rapides, très rapides. Ok. Anne, pour répondre à votre question, est-ce que c'est acceptable que je puisse répondre à votre question qui est vraiment importante? Il y a une partie de moi qui est vraiment dans l'intention de vous aider, et il y a une autre partie de moi qui a besoin de prendre cette distance pour mieux pouvoir entrer en relation avec ce qui peut-être va pouvoir se passer. D'accord. Ouais. Ben, vous savez ce que vous faites. Ben, si vous avez besoin de ça. Ok. Et lorsque vous entendez dire, vous savez ce que vous faites et si vous avez besoin de ça, en retour, là, comment vous le recevez, là, maintenant? Ben maintenant, moi j'ai confiance en vous. Si vous me dites ça, c'est que c'est sûrement vrai. Je vous crois. Vous m'autorisez à vous poser une question un peu, c'est sûrement vrai? Ou vous pouvez percevoir que c'est juste? Je sais pas, j'ai du mal à me débrouiller avec cette histoire, là, mon histoire. J'ai besoin que vous me le disiez plutôt. Et j'ai confiance en ce que vous me dites. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ok. Comme vous me dites, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que c'est acceptable à ce moment-là qu'on puisse mettre l'arbre là, avec ses serpents d'un côté, et de l'autre, que vous observiez, que vous visualisiez, c'est-à-dire que vous visualisiez une image de vous. Donc ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, c'est ok. Et vous allez me dire si c'est acceptable. Et si c'est réalisable pour vous. Oui, sauf que c'est pas là que je me vois. Je me vois là. Ok. Et l'arbre là. Et l'arbre, il est où? Là. Ok. Et quand vous observez l'arbre là, les serpents, et vous ici, quel effet ça a en retour là maintenant? C'est bizarre, c'est une image figée. Il y a chez moi là le son d'une bille qui tombe sur le sol et qui rebondit. Ok. Cette image figée, ce qui vient d'être mis là. Est-ce que c'est acceptable pour vous qu'on puisse utiliser, je demande à votre... utiliser le mouvement oculaire, comme on l'a déjà fait, c'est ok? Oui. Allez, je demande à votre tête de rester dans l'axe et de suivre avec vos yeux les mouvements de mes doigts. C'est agaçant parce qu'il y a la bille qui n'arrête pas de rebondir là au milieu, entre l'arbre et... Toc, 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 toc. C'est agaçant. Ok.
Continue. Qu'est-ce qui vient là? Il y a le serpent qui se détache de l'arbre, qui se desserre. Il se balade. Il se balade entre l'arbre et moi, là, avec la bille qui rebondit. Il se balade entre l'arbre et moi avec la bille qui roule, qui roule, qui roule. En fait, c'est pas figé, mais la scène ne change pas. C'est toujours la même. Ok. Et dans cette scène, toujours la même, j'aimerais que nous puissions observer Anne. En fait, c'est pénible d'avoir tout ça là devant nous. Là. C'est pénible là d'avoir tout ça devant nous là. Ok. Et lorsque vous dites c'est pénible d'avoir tout ça devant nous, qu'est-ce qui se passe chez vous qui vous fait dire là c'est pénible d'avoir tout ça devant nous? C'est comme si ça allait rester là maintenant qu'on l'a mis. Mm-hmm. Mm. Ça me donne envie de pleurer. Allez. Est-ce que vous m'autorisez à partager avec vous ce qui me vient quand j'entends, ça me donne envie de pleurer? Je peux observer l'arbre, je peux observer le serpent, je peux observer Anne, le serpent entre l'arbre et Anne. Et là, il y a quelque chose qui me vient. Mais ça se passe où? Ils sont où cet arbre, ce serpent et Anne? C'est marrant que vous me posiez la question parce que je pensais à la Bible, le jardin d'Éden. Ah mais ça devient plus gai. Pourtant c'est pas gai. Et lorsque j'entends pourtant c'est pas gai, une autre question me vient. Mais qui d'autre que cet arbre? Qui d'autre que ce serpent? Et qui d'autre qu'Anne habite ce jardin d'Éden? C'est pas bien de me poser cette question-là. C'est l'ami de mon père qui est là. J'ai pas envie qu'il vienne là.
Ouais. Il y a une image c'est présent depuis tout à l'heure là, donc voilà, ça reste. Donc voilà, ce qui est présent, c'est un homme nu. On y va. Du coup, j'ai une représentation du Jardin d'Éden, un dessin, quoi, comme on a pu le voir. Mais c'est pas mal parce que du coup, je vois plus l'ami de mon père, là, il est plus là. C'est juste un dessin. J'ai quelque chose de présent depuis tout à l'heure également, c'est un regard bleu perçant d'un homme. Et là, il y a chez moi un mouvement de jambes qui prend la forme de pieds qui piétinent sur l'herbe. Anne. Je comprends plus. Je me demande dans quoi. C'est comme si c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais plus dans quoi on est là. Alors Anne, quand vous nous dites je ne sais plus dans quoi on est, j'aimerais que vous observiez quelle forme va prendre là maintenant, ce je ne sais plus dans quoi on est. Bah, c'est à nouveau cet homme qui revient. Et comme cet homme revient, je voudrais que vous observiez toutes les personnes qui vont venir là et qui ne seraient pas surprises de la présence de cet homme qui revient là maintenant. Bah, la première personne qui est venue, c'est Joanne, mon mari. Alors je vais vous proposer d'observer. Voilà ce qui va se passer, là, ce qui se passe entre Joanne, mon mari, et cet homme. Observez bien. C'est comme si je vais passer, mes doigts vont passer de l'un à l'autre. Et là, ce qui est venu d'un coup, c'est le regard. Mais sans qu'il... C'est un regard sans expression. ouais. Ce regard... La présence de leur regard, en fait. Ok. Et ce regard-là sans expression, je voudrais que vous observiez toutes les personnes qui vont venir se mettre en lien avec ce regard sans expression. Oh là, il y a du monde. Il y a mon père, il y a ma mère. Puis il y a d'autres personnes, mais plein d'autres personnes, mais je ne sais pas qui.
Il y a du monde. Vous savez que c'est une grande famille, qu'il y a des oncles, des tantes, mais je n'arrive pas à voir leur visage. C'est comme une grande réunion de famille. Mais c'est pas top. J'aimerais mieux qu'il... Ça m'étouffe. Comment ça réagit là? La première chose qui m'est venue, c'est comme si j'en fais partie. C'est le groupe. En fait, je suis avec eux. Comment ça réagit en retour dans votre corps? C'est de la tristesse. Et quand cette tristesse est présente, elle va dans quelle direction? Plutôt dans le sens d'une tristesse qui va dans le sens de l'apaisement, ou une tristesse qui est accompagnée de quelque chose de douloureux là maintenant? Mais c'est bizarre. En route. J'avais jamais pensé ça comme ça. Mais c'est triste. Et c'est pas apaisant. Mais c'est apaisant en même temps. Mais je sais pas comment vous dire ça, c'est bizarre. J'ai pas envie d'en faire partie et je réalise que j'en fais partie. Vous savez, il y a un truc bizarre qui vient. C'est que je me suis toujours vécue toute seule. Et en fait, j'avais jamais eu cette perception. Donc ça fait du bien en même temps, c'est bizarre. C'est acceptable qu'on puisse continuer, Anne? Oui. Et lorsque vous observez en faire partie qu'en retour, cette tristesse est présente chez vous, cette tristesse, elle dit quoi? Elle dit quoi là maintenant? Ben, qu'on est tous dans la tristesse, dans cette famille.
Observez que la première personne qui vient là maintenant, Anne, et qui ne serait pas en surprise d'entendre Anne dire « Mais on est tous dans la tristesse dans cette famille ». Mon fils. Il peut être là, votre fils? Alors on va le faire venir. Et lorsque il est là présent et il peut dire « Ah mais je ne suis pas surpris, toute triste dans cette famille ». Je vais vous demander d'observer maintenant votre fils. Qu'est-ce qu'il va dire à sa mère? Qu'est-ce qu'il attend d'elle et qui va pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse grandir? Moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est ce qu'il vous a écrit. Merci de permettre à ma maman d'être plus calme et plus paisible. Donc il dit, j'ai envie que tu sois calme et paisible. Et mais ça fait chaud au cœur. Ça me donne envie de pleurer, mais c'est pas comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils disent, ces pleurs? Quel effet ça en retour, là, maintenant, dans votre corps? Bah, ça me fait plaisir qu'il ait remarqué ça, que je suis plus calme et plus paisible. Et ça me... Oh, bah, c'est pas tout le temps, hein. Il y a des moments, je pars en live. Et là maintenant, ce plus calme et plus paisible, il peut être présent là maintenant? Chez vous? Bah ça remue là-dedans, hein. C'est pas... Mais c'est bien. Est-ce que c'est acceptable pour qu'on puisse terminer cette séance, qu'on fasse un petit quelque chose pour... Voilà, je voudrais que quelqu'un vienne là, je ne sais pas qui va pouvoir vous donner... qui va pouvoir donner l'autorisation d'entrer dans ce plus calme et plus paisible. Allez. Bah, c'est mon mari qui est venu. Ok. Et observez chez lui comment il donne l'autorisation à Anne d'entrer dans ce plus calme et plus paisible. Il me soutient. Ok. Et est-ce que vous... Comme à quoi on peut observer qu'il il me soutient? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour moi. Ok. Et
Qu'est-ce qui fait qui vous amène à dire, Anne, il est là pour moi? Qu'est-ce que vous observez chez lui? Il est attentif. Et qu'est-ce que vous observez chez lui qui? Il a un regard attentif. Ah, il est là, le regard attentif. Vous savez pourquoi ça m'émeut? Parce que c'est pas le même, c'est un regard, un vrai. Un vrai regard. C'est incroyable d'ailleurs qu'on soit ensemble. C'est incroyable qu'on se soit trouvés. Ok. Et quand vous entendez dire c'est incroyable qu'on soit ensemble, incroyable qu'on se soit trouvés, là maintenant, de quoi vous auriez besoin pour qu'on puisse clore cette séance? Bah ça va. Est-ce que c'est ok pour vous que ce regard puisse vous accompagner? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Je vais le garder. Oui. C'est ok? Ouais. Bon. On peut enlever le masque? C'est ok? Bon, tu respires un peu, après tu feras le témoignage, je vais dire quelques mots. Donc vous voyez, ce qui s'est passé là, c'est la troisième étape du traitement, quand les gens sont dans des histoires polytraumatiques qui viennent de l'enfance avec conflit de loyauté, qui verrouillent, de loyauté familiale, qui verrouille la personne dans son histoire traumatique. Vous voyez, c'est la troisième étape, c'est quand la personne va pouvoir se retourner sur son histoire traumatique en se percevant dans l'histoire. Vous voyez, la première étape, c'est toute l'étape où je vais me débattre dedans. Sauf que la première étape où je me débats, j'essaye de changer les choses de l'intérieur, et évidemment, mes tentatives de survie ne font qu'entretenir et aggraver l'existence même de l'emprise du monde traumatique sur ma vie. La deuxième étape, c'est que je crois que je vais sortir en disant maintenant je rejette tout ça, mais en fait c'est juste ce qui s'est passé au tout début. Vous voyez, quand elle a dit cet homme il vient, ah ouais mais là je fige l'image et c'est comme s'il n'est plus là. Donc c'est une étape de progression positive parce qu'il y a la dissociation avec la désaffectivation émotionnelle. Sauf que le problème, c'est que ça reste une image qui va venir de manière obsédante parasiter. Vous savez, c'est ce moment où, par exemple, les gens vont se couper de leur famille et ils disent bon, ben maintenant, je vois plus mon père, je vois plus ma mère, je vois plus ma famille, je vois plus personne. Et même à l'extrême, certains vont même aller aujourd'hui jusqu'à et je vais même changer de prénom. Et vous voyez, c'est comme si, à ce moment-là, ça crée une amputation. Donc évidemment, ça va être moins pire à vivre pour la personne, mais il n'empêche que c'est comme si elle marche sur une patte. Et la troisième étape, et c'est là où la personne va pouvoir sortir du monde traumatique, non pas par l'horizontal, mais par le haut, c'est à partir du moment où, accompagnée par le ou la thérapeute, elle va être en capacité de se percevoir comme participante à l'entretien du monde traumatique, c'est-à-dire comme un élément et les autres avec.
Évidemment, vous comprenez que cette troisième étape est l'étape la plus difficile. Et qu'est-ce qui va motiver la plupart des personnes? Qu'est-ce qui va motiver à faire ce chemin-là? La plupart du temps, ce n'est pas pour eux ou elles qui vont le faire. Mais comme vous avez pu observer, c'est quand on va activer la transmission, c'est-à-dire pour les générations futures, enfants, petits-enfants, et même s'il n'y a pas d'enfants et de petits-enfants, il y a tout le temps, vous voyez, ça peut être des jeunes autour, etc., etc. C'est-à-dire que la personne se dit, moi, c'est comme si la personne se disait, non mais moi je sais, j'ai l'expérience, je peux survivre, continuer à survivre et gérer. Mais l'inacceptable pour moi, c'est que ça puisse avoir des effets sur les générations futures. Et donc vous voyez, là on a travaillé la troisième étape, et c'est important de s'arrêter au moment où il y a le regard, vous voyez, la modification du regard, on a passé du regard de l'agresseur au regard de son mari, qui est un regard à ce moment-là authentique de soutien. Mais ce qui est important de là à arrêter, c'est de stopper là, c'est de vérifier les effets. Pourquoi? Parce que le couple s'est construit dans le monde traumatique, dans son monde traumatique. Donc toute la question va être, vous savez, c'est ce qu'on appelle en thérapie brève les risques du changement. Toute la question, ça va être, est-ce que le lien entre son mari et elle va pouvoir évoluer, vous voyez, autrement que le soutien est OK, mais si le couple s'est construit dans une position de sauveur, vous comprenez bien, ou le mari est en position de sauveur, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ça risque de déséquilibrer le couple. Donc c'est important, ça va être important de vérifier maintenant, dans le retour, comment le couple va se reconstruire, va construire un nouveau lien dans cette relation-là. Si, à ce moment-là, les positions changent. Voilà. Tu veux dire, tu peux témoigner maintenant pour le groupe, pour toute l'assemblée, comment tu as vécu les choses dans la peau de Anne? Il y a quelque chose de particulier, mais on ne sait pas où on va en fait. C'est pas, ça vient au fur et à mesure. Et donc là, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est de progressivement voir les choses arriver et juste de les exprimer. Et du coup de vivre quelque chose, l'histoire dans la peau d'Anne, en tant que la peau d'Anne, en tant que en tant qu'être humain, de ressentir des émotions très très fortes. Ça, c'est surprenant parce que c'est quelque chose qui vient et qui est venu naturellement au fil de la séance. J'ai un peu du mal à m'exprimer, pardonnez-moi, parce que c'est quand même difficile de... Malgré que j'ai enlevé le masque, là, il me faudra peut-être un petit peu de temps pour sortir vraiment. Ok. Complètement. On va faire témoigner Pierre, Sabria et Antoine avant... Ce que je veux dire, vous voyez, les externalisations qu'ont fait Pierre, Sabria et Antoine ne sont pas arrivées à n'importe quel moment. C'est au moment où le scénario s'est figé. C'est-à-dire que, vous voyez, quand la personne rentre dans un vécu dissociatif, l'information, elle n'y a plus accès au niveau perceptif. Et donc, l'information, elle va être chez les autres. Donc, comme on s'est réparti les tâches, l'information, elle était chez Pierre, Sabria, Antoine. Et même si ça peut paraître curieux. Et évidemment, si je suis seul en thérapie ou si le thérapeute est seul avec le patient, les informations, elles vont être chez le thérapeute. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les effets du vécu dissociatif. Et donc, dès lors qu'on est dans la relation, vous voyez bien que le vécu dissociatif va avoir chez nous des effets en retour.
Ouais, j'ajouterais pour parler de la perception pour les personnes qui sont pas coutumières de ce travail d'externalisation, que quand on externalise quelque chose, ça peut être une image, une sensation, et puis ça prend une forme au milieu. Il y a, comment dire, c'est parce que ça tourne, c'est parce que ça ne passe pas et que ça reste en boucle en fait. C'est pas juste une sensation. Quand ça a brûlé dans mes épaules tout à l'heure, c'était pas tiens ça brûle, je le mets dehors. Non, ça pique, d'accord. Il y a une ou deux séries de questions, ça continue à se figer, ça pique toujours, encore des mouvements, ça pique toujours. Ok, allez, là ça fait 3 fois. Je mets au milieu. Et c'est ce qu'on peut faire aussi en séance quand on n'a pas de co-thérapeute avec nous, c'est de faire un peu les deux, voilà, les deux choses en même temps. Mais c'est quand il y a quelque chose qui tourne en boucle et qu'on va mettre au milieu. Ça, c'est tout l'apprentissage du travail d'externalisation. Et en fait, l'effet en retour quand c'est fait, c'est qu'il y a un effet. Enfin, en tout cas, moi, c'était très net. Une fois que c'est à l'extérieur, il y a un phénomène de recentration et d'apaisement, et l'effet disparaît immédiatement. À ce que vient de dire Pierre, j'ajouterais que l'externalisation a un effet de très contenant et de très sécurisant. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, et que ça nécessite en fait d'être pleinement ouvert et disponible à ce qui se passe. C'est-à-dire le mental n'existe pas, c'est vraiment être dans la pleine acceptation et dans l'accueil de ce qui est en train de se passer dans la relation entre les deux qui permet d'avoir l'information qui va pouvoir être redistribuée et permettre au processus d'avancer. Oui, ce qui est très important, en effet, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on suit le mouvement. Hein, on ne sait pas à l'avance ce qui va advenir. Et quand les chaises, vous avez observé, souvent les chaises bougeaient, on se reculait ou on avançait. C'était vraiment en fonction de l'information qu'on recevait, en termes de sensations, d'images ou autres. Et pas j'ai l'idée de... C'est pas une idée cognitive, mais une idée sensitive. C'est une information sensitive et pas une idée cognitive de tiens, il faudrait que je fasse ça. Là. C'est en effet parce que ça tourne en boucle, ça vient, ça revient et que c'est sensitif. J'aurais bien rajouté un tout petit truc. Ah, vas-y. Ouais, genre, est-ce qu'on peut dire là qu'il y a eu d'abord un travail d'accordage, puis un travail de co-création, puis un travail sur la transmission? Est-ce qu'on peut dire qu'on prend de l'avance sur l'année prochaine? Bravo Pierre. Pierre, je t'ai proposé une question. La remarque, vue de l'extérieur, je n'en suis pas spécialiste, c'est que avec une équipe, chacun ayant sa tâche, parce que c'est très syncrétique comme méthode, c'est vraiment une sacrée synthèse de tout ce qu'on peut glaner dans les différentes techniques, ça marche. Mais tu dis on peut le faire, thérapeute et patient. Et tu arrives à avoir la distanciation pour jouer tous les rôles, t'observer en train d'interagir avec ton patient, percevoir quand brusquement il y a une dissociation, etc. Oui, parce que tout costaud. C'est tout simplement la possibilité, c'est tout simplement parce que on va mettre en scène les liens. Donc, même si en apparence, il y a un thérapeute et un patient, en fait, dans la salle, il y a tout le temps plein de gens. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Tu le joues comme ça, tu oui. triangules. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en triangulation. Et justement, toute la question dans un premier temps, c'est de pouvoir, comme thérapeute, arriver à amener la scène de telle sorte de pouvoir se positionner en triangulation. Et on a oublié de se connecter avant de commencer, et ce qui fait que j'ai, je pense, un peu de mal à sortir. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû se connecter ensemble avant de commencer. Oui. Voilà, et l'idée, si vous voulez, c'est que l'idée, c'est que ça amplifie le processus de réhumanisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'externalisation, et Julien est là, et puisqu'on partage pour oui, Julien, c'est qu'en fait, c'est comme si on met le thérapeute ou l'écothérapeute en position de témoigner des effets du scénario traumatique sur
sur les thérapeutes, mais dans leur expérience humaine, pas dans leur posture d'identité de thérapeute. Et je fais l'hypothèse aujourd'hui, en tout cas nous faisons l'hypothèse aujourd'hui, qu'il est absolument nécessaire, et de plus en plus nécessaire dans le contexte où on est, de probablement pouvoir développer ce type de thérapie, car dans le sens où la dimension de réhumanisation à l'intérieur du groupe et de la communauté nous semble aujourd'hui un paramètre tout à fait fondamental, et de retrouver des valeurs d'humanité, parce que vous voyez bien qu'à ce moment-là, on est tous pris dans une expérience humaine partagée. Pardon, juste une toute petite remarque, je rajouterais, même nous, ici. Oui, tout à fait. Vous avez participé à l'expérience. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on commence d'abord par se connecter. On a oublié de le faire, et c'est très important. Oui. Alors, moi j'ai deux petites questions. La première, est-ce que Anne est une personne réelle ou réelle? Est-ce qu'elle est au courant de l'expérience, Non, mais c'est pas son prénom. D'accord. C'est pas son prénom. D'accord, donc on ne peut pas vérifier ce qui se passe pour elle au même moment. Eh bien, c'est une bonne question, parce que justement, j'allais dire qu'on a l'habitude, donc ce travail, on le fait en supervision. On rentre dans la peau du patient pour lequel on veut faire une supervision. Et c'est assez étonnant d'observer, on ose le dire maintenant, au début on avait l'impression de passer pour des... Mais c'est assez étonnant d'observer la fois suivante qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu quelque chose qui a évolué chez le patient. Et que c'est comme si à partir du moment où le thérapeute fait le travail la thérapeute fait le travail de déblocage, eh bien à ce moment-là, à la séance suivante, il s'est débloqué quelque chose chez le patient, la patiente. Et d'ailleurs, puisqu'on partage avec le narratif, vous voyez, quand il faisait des supervisions, il mettait d'ailleurs, les thérapeutes, Julien, il les mettait en situation de jouer les patients pareil. Il enregistrait en vidéo, et il demandait au thérapeute, après la supervision, de montrer la vidéo au patient. Et à chaque fois, et vous voyez quand ça bloque, quand on est dans des situations particulières, à chaque fois que le thérapeute témoigne après avoir fait de la supervision, joué le rôle, témoigne de cette expérience-là, à chaque fois, ça réhumanise la relation et le patient est sidéré ou la patiente est sidérée, car il n'imagine pas que le thérapeute soit en capacité de se mettre à la place d'eux. Et que ça active de manière considérable mais alors il y a quelqu'un qui peut m'entendre, il y a quelqu'un qui peut percevoir dans cette situation-là l'inacceptable de la situation comme je le vis, et à ce moment-là, je ne suis plus tout seul ou je ne suis plus toute seule. Eric, oui. C'est toujours intéressant de voir in vivo comment ça se déroule dans le processus. Et en dehors de l'effet puissant des externalisations, on voit aussi toute ton intuition de thérapeute qui fait que quand tu sens que le processus bloque, tu vas convoquer quelque chose qui est absent. Et je remarquais à un moment donné quand ça bloquait autour des personnages, là, le serpent, tu as dit, mais ça se passe où? En fait, tu as senti qu'il fallait externaliser le contexte. Qu'est-ce qui t'a amené à cette intuition? Alors, ce n'est pas une intuition. C'est-à-dire que ce qui caractérise un monde traumatique, c'est qu'il y a toujours des éléments qui manquent. Et là, qu'est-ce qui manque? Vous avez des personnages, ils sont symbolisés par l'arbre, par le serpent. Je l'amène parce qu'elle est à cette étape-là. On ne l'aurait pas fait. Je l'amène dans la scène. Or, vous voyez qu'à ce moment-là, il manque quelque chose, c'est le contexte. Et donc, s'il y a pas... Parce que tout monde traumatique construit, et le pouvoir du monde traumatique, il repose sur trois choses. L'invisible, l'implicite, quoi. La deuxième chose, c'est qu'il crée un espace-temps qui est sans limite. Donc c'est sans limite de temps, sans limite d'espace. Et donc il crée des relations, il construit un monde dans lequel les relations sont en permanence inachevées. Je peux témoigner, tu vois, Bogdan, je peux témoigner que lorsqu'il a posé la question, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était un truc dans l'espace
qui avait... Tu avais réagi en souriant d'ailleurs, ça t'a rassuré même, ça t'a posé. Oui, je crois que j'ai dû dire quelque chose parce qu'effectivement j'ai réalisé que bah oui, c'était... il y avait quelque chose là de juste. Bon, on va vous remercier pour votre attention. Ah Docteur Bardot, je suis désolé de ne pas participer à ce concert de louanges. Merci. Mais je suis déçu. J'étais venu voir une conférence du docteur Bardot, page 41, et on me présente Peau d'âne en train de jouer aux billes dans le jardin d'Éden avec un homme tout nu et des serpents par terre. Alors je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. La conférence devait parler le titre du docteur Bardot lui-même, ici présent, organisateur du congrès, entre emprise et abandon, renaître de l'effondrement. Vous confirmez? Il confirme. Qui ne dit mot consent. Emprise, prise de son, abandon, don de soi. L'emprise de son, mais son quoi? Le sien, pas le tien ni le mien. Mais le sien en auvergnat ou en portugais, ça se dit le chien. Son chien, avec lequel il est en lien. Mais le lien entre le chien et le maître, c'est la laisse. Mais quand on laisse, on abandonne. Surtout son chien sur l'autoroute l'été. Donc l'abandon. L'abandon de soi. L'abandon de soi, l'abandon de moi, l'abandon de toi. L'abandon du toi. Mais sans toi, la maison s'effondre. Après ça, le docteur Bardot était censé nous expliquer, parce que j'ai lu, n'est-ce pas, qu'il faut renaître de l'effondrement. Sans soi, sans toi, donc seul, sans lien, sans même son chien qu'on a laissé, qu'on a abandonné, sans son chien, sans son sien, Samson. Oui, Samson, lui, il avait intérêt à rester tout seul, parce que Dalila ne lui a pas vraiment rendu service. Grâce à elle, il s'est retrouvé sans cheveux, sans je veux, sans volonté, sans élan vital. Sans élan vital, je ne vois pas vraiment comment renaître de l'effondrement. Alors moi, je vais plutôt m'en remettre à l'apéritif. Na zdrowie!